Presse, chronique de notre permanent du lundi, Claude Janvier. Et maintenant, Bonjour. on se fait plaisir, on se régale en ce début de semaine. Un de nos GOAT, notre GOAT, que l'on a vu tout à l'heure, on a passé à 7h30, mon cher François, eh bien, le film du 1er mars, et où l'on te voit d'ailleurs parler à la tribune, on te voit nous encourager GPTV. Nous t'en remercions bien évidemment. Remercions de ta disponibilité à chaque fois que c'est nécessaire. Et je te remercie et je remercie l'ami Claude dont j'apprécie et j'admire toujours le bon sens. Et je me dis, si un jour tu as envie qu'on fasse un petit duo comme on le fait si agréablement avec Sylvain, on a effectivement avec Claude deux approches en fait convergentes. On voit les mêmes choses avec deux regards un peu différents. Donc, je pense que cette conversation à deux ou à trois avec toi, ça pourrait être sympathique aussi à ta convenance puisque tu es l'organisateur. Mais moi, pour ma part, je serais tout à fait preneur parce que j'aime beaucoup son approche et son bon sens. Voilà. Ben, on pourra l'envisager. Là, on a des délais un peu restreints parce qu'on a beaucoup d'invités. Ça ne sera pas possible aujourd'hui, mais à l'avenir, c'est une bonne idée. Bien sûr. Je n'hésiterai pas à reprendre. Évidemment. Et j'écoutais ce qu'il disait de Macron. Et si tu veux, on va attaquer fort à tout de suite. Allez, on commence. J'ai dit ce que j'avais dit l'autre jour avec Sylvain sur la rue des prostituées, etc. J'ai redit la même chose dans mon intervention de samedi dernier avec Élise Blaise. Et sur les commentaires, j'ai lu les commentaires, je lis toujours tous les commentaires. Sur les commentaires que j'ai reçus de notre intervention avec toi et de celle avec Élise, ça fait plus de 3000 commentaires entre les deux. Et j'ai tout lu. Et ce qui m'a frappé, ce qui m'a énormément frappé, c'est que je n'ai pas eu une seule remarque disant « mais comment osez-vous parler des Européens, des dirigeants européens en disant que c'est des prostituées? Comment osez-vous » Pas un seul. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, en fait. Je pense que j'ai touché quelque chose de sensible sans forcément me rendre compte, mais en fait, je fais le rapprochement suivant. Une prostituée, en fait, qu'est-ce qu'elle fait de gré ou de force? Elle vend ce qu'elle a de plus précieux et de plus sacré, c'est-à-dire son propre corps, pour de l'argent. Et ce que font nos dirigeants européens, en fait, c'est ils vendent ce qu'ils ont de plus précieux et de plus sacré, c'est-à-dire leur propre peuple. C'est le peuple, leur corps. Et ils le vendent pour des prébendes, pour du pouvoir, pour de l'argent. C'est pour ça que tout le monde les perçoit comme des prostituées. Ils font exactement de la prostitution. Et la raison pour laquelle les autres chefs d'État du monde entier, qui ne sont pas des prostituées parce que eux, ils protègent leur corps, éventuellement ils vendent celui des autres, mais pas le leur. Et eux, donc ces dirigeants qui sont nationalistes dans le reste du monde, en fait, ils méprisent les dirigeants européens totalement. Ils les méprisent totalement. C'est ça le fond du problème qui a derrière la notion de réarmement, etc. Nos dirigeants européens sont totalement seuls aujourd'hui dans la nouvelle marche du monde. Ils comprennent pas, ils suivent pas, etc. C'est ça le vrai problème. Et ça veut dire aussi quoi ? Que, pour reprendre une expression qui était celle de Claude et de toi-même, cette construction européenne, en fait, elle est totalement satanique. Elle est satanique parce que on dit que le satanisme, c'est quand on voit arriver Satan avec les grandes cornes. Non, Satan est le père du mensonge. Quand tu vois un grand mensonge, le mensonge de la protection nucléaire américaine, alors que tout le monde sait, chez tous nos dirigeants, que jamais un Américain ne tirera sur Moscou pour défendre Vilnius ou Varsovie. C'est un immense mensonge pour coincer les peuples. Et ben, ce système européen où on fait croire que les dirigeants ont les prérogatives par rapport à leur peuple de diriger leur peuple, alors qu'en fait c'est un système de Varsovie à l'envers, avec la direction à New York ou à Washington. C'est un immense mensonge, voilà. Et les gens le savent. C'est pour ça que quand j'ai dit ça, en rigolant, en fait, les gens m'ont dit oui, vous avez raison.
Les gens ont raison. Je crois qu'il faut arrêter. Il est urgentissime. Au fur et à mesure qu'on a voulu construire cette Europe sur la base en perdant et en donnant nos prérogatives à la maquerelle en chef qui se trouve à Bruxelles, en fait, on a rendu nos dirigeants des prostituées. Parce que dans un système comme ça, il ne peut pas y avoir de dirigeants. Personne ne connaît les gouverneurs des États américains. Personne. On connaît que le président des États-Unis. Donc, comment est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. C'est uniquement la prostitution qui les intéresse. C'est pour ça que c'est ça le moteur interne. Ben, il faut arrêter ça au plus vite. Voilà, c'est ça. Alors comment? Eh ben, d'abord, je pense que l'Europe n'en a plus pour longtemps, hein. Parce que, comme je l'ai déjà expliqué, le nouveau système américain, qui est le nouveau système de partage du monde, il est tripolaire aujourd'hui. Et demain, il sera quadripolaire avec la Chine. C'est Rubio qui l'a dit dans son interview avec Megyn Kelly le 30 janvier, en disant qu'ils se sont rendus compte que le monde unipolaire démocrate ou post-guerre froide, il a pas marché, qu'on est en train de rapprocher complètement les Russes et les Chinois, que les Américains se trouvent isolés aujourd'hui en grand danger stratégique. Donc, il faut arrêter ça. Donc, il faut rendre à chacun ses pouvoirs. Donc, son pouvoir d'influence aux Chinois, son pouvoir d'influence aux Russes. Et en fait, derrière l'opération d'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de rendre l'Ukraine aux Russes, tout simplement. C'est ça qu'on fait. Pour donner leur os à ronger aux Russes, ce qui est dans la nature des choses. Et puis, dans ces conditions, l'Amérique va se revenir sur elle-même. Elle va cesser de dépenser pour payer des militaires qui font jamais la guerre, en tout cas pas en Europe. Et puis, elle va se renforcer, puis elle va repartir au combat en faisant du commerce avec les uns et les autres, dans le cadre d'un nouveau Yalta qu'on voit déjà se dessiner, dans lesquels il y aura les Russes, les Chinois, les Américains. Rubio l'a dit presque dans ces termes-là. Il n'a pas prononcé le mot Yalta, mais si on écoute cette vidéo, c'est ce qu'il dit. Il le dit comme ça. Et nous, on n'est pas dedans. Nous, on est prostituées, nous, là-dedans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump n'a pas besoin de nous laisser ensemble, je veux dire. Ça dessert même ses intérêts parce que il a intérêt à ce que d'abord, il dépensera moins. Trump est un type, dès qu'il y a de l'argent qui sort des États-Unis, et qu'on tombe la classe moyenne pour payer des militaires ou des lobbies, etc., ça le rend fou parce qu'il est obnubilé par le bien-être de son propre peuple. C'est pas une prostituée, lui. Donc, il va plus vouloir payer. Donc, si on n'a pas de défense, on va pas faire notre défense nous-mêmes. Les Polonais vont jamais accepter de mettre leur défense à disposition des autres Européens. Ils n'ont pas confiance. Ils détestent les Allemands, ils détestent les Français. Ils vont pas mettre leur armée, voilà. Donc ça va pas marcher. Donc chacun va se retrouver tout seul. Donc cette Europe, elle est morte déjà. C'est fini. Voilà. Donc c'est pas une question. C'est une question qui se pose évidemment puisqu'aujourd'hui on n'y est pas. Donc, elle se pose dans le sens où il faut réfléchir à la suite. Et moi, j'attends le moment. Et la première étape, comme on l'a déjà dit, c'est que celui qui bloque tout le système politique français, il s'en aille. Et il faut faire en sorte qu'il s'en aille par tous les moyens. Et moi, je crois plus aux moyens. Je crois pas tellement parce qu'il reste quand même en France un système de prédation et un système politico-administratif qui bloque les choses et qui bloque les Français. Et je rappelle la phrase de Solzhenitsyn qui disait « Ce ne sont pas les revendications fortes qui font les révolutions, ce sont les régimes faibles. » Voilà. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le système de prédation et de contrôle soit si faible que ça en France. Par contre, pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est largement oligarchique par les juges, par la presse, etc., etc. Donc, je crois plus, moi, qu'à un moment donné, le système oligarchique va vouloir dégager l'incapable qui nous dirige aujourd'hui parce qu'il va se rendre compte que l'immobilisme est plus dangereux que le mouvement. C'est ça le truc.
Et à un moment donné, c'est ça qui provoque les révolutions de palais. Moi, je crois qu'on peut n'y est avoir… pas là, hein. Comment? On n'y est Non, pas là. je pense qu'on n'y est pas encore. Mmh. Et comment on va le voir? C'est très simple. Aujourd'hui, comment les oligarques tiennent le pays? Ben, par la presse. C'est-à-dire que le roi est nu, mais la presse habille le roi en permanence en disant regardez ce qu'il a fait. Ah, il a parlé à Tebboune. Ah, mais si, ça y est, il revient en force sur le plan international parce qu'il veut qu'on dépense 800 milliards, ça y est, etc. Mais si la presse cesse ce travail de justification de type soviétoïde, hein, c'est clair, hein, tout tombe d'un coup, tout va tomber d'un coup. Mais au fur et à mesure qu'on va s'apercevoir que l'Europe va s'en aller, que l'Europe va disparaître, Macron va se retrouver tout seul. Comment va-t-il tenir un discours nationaliste alors qu'il est un des chantres avec Starmer et avec Van der Leyen, un des chantres d'une forme de fédéralisme la plus fermée possible. Il va se retrouver, il est déjà à contre-pied par rapport à l'histoire du monde telle qu'elle se dessine aujourd'hui, mais il va se retrouver totalement à contre-pied par rapport à sa propre stratégie. Comment est-ce qu'il va pouvoir retourner les choses en disant maintenant je suis un nationaliste scrogneux, regardez, etc. Alors qu'aujourd'hui il dit le contraire. Donc il va être totalement en porte-à-faux et il va ouvrir la porte aux critiques, c'est déjà le cas, mais ça va l'être de plus en plus au fur et à mesure, aux critiques des patriotes, voilà, simplement. Et le discours des patriotes va devenir crédible parce qu'il ne l'était pas, parce que l'avenir, les choses n'apparaissaient pas comme totalement claires, et maintenant elles vont l'être. Seuls les patriotes ont les réponses aux problèmes de demain. Ça va apparaître de plus en plus. Et quand le premier qui va annoncer qu'il de toute façon il quitte l'Europe, que ce soit l'Italie ou que ce soit l'Allemagne, l'Allemagne l'a déjà dit, l'AfD l'a déjà dit, mais le premier qui va l'annoncer, c'est Trump, en disant bah, écoutez, comme il sait le faire, il va prendre son crayon et il va barrer l'OTAN, il va dire c'est fini, voilà. Et ce jour-là, toutes les prostituées vont se mettre à crier en disant mais comment ça se fait? Oh là là, on l'avait pas prévu, alors qu'on le voit venir depuis des années. Pour poser un peu le cadre de l'échange sur ce point, je ne pense pas travestir ta pensée en disant que tu considères que ce qui va arriver à l'Europe est assez proche de ce qui est arrivé en Europe de l'Est lorsque la Russie, qui était la tête de cette espèce d'empire soviétique, s'est mis à douter de lui-même. Et Gorbatchev s'est mis à douter de lui-même. Et tu fais un parallèle, mais un parallèle ne vaut que pour son parallèle, avec les États-Unis et l'Europe, où on serait dans une situation assez similaire à ce qu'avait connu l'Europe de l'Est entre la Russie et le reste de l'Empire soviétique. Ben oui, c'est pas moi qui l'a fait, cette comparaison, c'est Solzhenitsyn, dans le discours de Harvard. Oui, mais là, compare le marché d'un côté, le parti d'un côté, le marché de l'autre. J'ai pas terminé ce que je voulais dire. Ce que j'ai voulu dire, et ça je ne pense pas que Solzhenitsyn en ait parlé, c'est que ce serait les États-Unis, comme la Russie, et c'est le parallèle que tu fais, qui se mettraient à douter de lui-même. Et c'est finalement l'élection de Donald Trump, c'est l'équivalent en quelque sorte de l'élection, enfin de la nomination de Gorbatchev, c'est-à-dire il remet en cause l'ensemble des fondamentaux de l'État profond néoconservateur. Donc en effet, jusque-là, on peut suivre et se dire que oui, il arrivera la même chose à l'Europe de l'Ouest. Si c'est bien ça ton analyse, qui se tient, hein, néanmoins, elle peut avoir des variables et ça peut se passer très différemment parce que j'ai l'impression, pour ce qui me concerne, mais tu vas certainement me contredire, c'est que ce doute, d'abord, il n'est peut-être que temporaire aux États-Unis. On rappelle que dans un an, aux États-Unis, la majorité démocrate peut reprendre le pouvoir au Parlement. Et puis deux, j'ai l'impression que les Européens, eux, emmenés, c'est vrai, par un trio diabolique qui est Macron, Van der Leyen, Starmer et peut-être même Merz, avec le cinquième larron, donc que serait Zelensky, eux sont convaincus qu'ils veulent continuer dans cette voie et semblent beaucoup moins faibles que pouvaient l'être des Honecker à l'époque, que des Jaruzelski et tous les autres. Eh bien, écoute, je trouve que ton analyse est très bonne, je la partage tout à fait. Je pense que la raison pour laquelle
les Européens sont dans cette situation, c'est d'abord parce que ils n'ont pas prévu l'avenir, parce qu'ils n'ont pas voulu prévenir l'avenir, parce que il y a une autre guerre qui se superpose et qui arrive par rapport à la guerre ancienne, c'est une guerre culturelle, et que aussi bien à l'ouest qu'à l'est, ce sont des conservateurs, et pour les progressistes qui nous dirigent, sur des gens à qui on ne peut pas parler, ce sont des ennemis de l'humanité, pour reprendre l'expression de Robespierre. Donc c'est pour ça que tu parles pas aux ennemis de l'humanité, tu te bouches le nez, etc. Quand tu peux, tu les envoies aux poubelles de l'histoire, mais tu peux pas leur parler. Donc ça, c'est une faute de la politique qui consiste à vouloir préparer l'avenir. On pouvait parler à Trump, envoyer des passerelles depuis des années, même chose pour Poutine, on l'a pas fait. Donc ça, c'est une première raison. Ils sont pas dans le sens de l'histoire, mais une deuxième raison, et je te rejoins, c'est que ils se disent bon, la partie n'est pas finie, quoi. Si cette crapule qui vient de prendre le pouvoir et qui nous casse nos bonnes petites affaires, on peut lui mettre des pots de banane pendant 1 an et puis qu'ensuite on le sort du jeu, ben on reviendra à nos affaires, à notre jeu, à notre système, etc., etc. Donc évidemment évidemment, on est au milieu du gué quelque part. C'est pour ça que quand on critique Trump en disant il y va trop fort, etc., moi je dis au contraire. Au contraire, je pense même que d'une certaine façon, et je vais étonner les lecteurs, il y va pas assez fort d'une certaine façon. Parce que s'il veut passer sur l'autre rive, je pense que dans l'affaire ukrainienne, ils veulent, lui et Poutine, comme je l'ai déjà dit, sauver la face des uns et des autres, des oppositions aux États-Unis, de la Chine, pour pas que la Chine pense que les Russes leur font un enfant dans le dos, compliquer un peu les choses pour pas avoir l'air de se mettre d'accord tout de suite, pour pas que Trump se fasse traiter de traître. Et moi, je dirais, mais quand tu décides de changer de monde, faut y aller. Faut y aller. Ils ont suffisamment de billes en disant, regardez ce qu'on va faire ensemble, regardez les investissements, regardez le nouveau monde. Il faut enchanter le nouveau monde et pas faire semblant de… Voilà. De même, je suis persuadé que derrière l'Ukraine, il y a Gaza. Pour la même raison. Parce que demain, la grande affaire, c'est l'Iran. Tout le monde courtise l'Iran, on voit bien. La Russie courtise l'Iran, la Chine courtise l'Iran, même la Turquie courtise l'Iran, avec des partenariats commerciaux. L'Iran est dans la situation aujourd'hui où était la Russie au moment des sanctions, c'est-à-dire elle a suffisamment bâti de liens commerciaux par ailleurs pour que les sanctions ne la fassent pas tomber. Donc, c'est l'Iran le grand intérêt aujourd'hui. Et moi, je vois pas un homme d'affaires comme Trump laisser le monde entier faire des affaires avec l'Iran et lui ne pas y aller. L'Iran et l'Arabie Saoudite qui est sur le fil du rasoir en disant où je vais chez les BRICS, où je vais dans les accords d'Abraham, mais tu me donnes l'État palestinien parce qu'il faut faire la paix. Il sait bien qu'il faut faire la paix. Mais derrière, il y a l'AIPAC. Le problème, c'est l'AIPAC. Et quand tu écoutes Mearsheimer, il dit il y a un problème pour Trump, un problème très simple, c'est l'AIPAC. Mais aujourd'hui, tu t'aperçois que de plus en plus, je lisais une vidéo, j'écoutais une vidéo que je t'ai envoyée d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de militaires qui démissionnent de l'armée américaine. Parce qu'ils considèrent que la façon dont les États-Unis se comportent dans cette affaire est insupportable, est totalement insupportable. De même, Trump, qui a arrêté le principal activiste palestino-américain, tu te souviens, qui a arrêté, si tu veux, je pense que la situation qui prévalait au niveau des universités américaines à l'époque de Biden était une situation que j'appellerais, comment ça s'appelle, pré-vietnamienne.
Oui. Parce que la tactique de Biden à l'époque, ça consiste à dire on fait tout pour arrêter cette guerre, on fait tout, on a envoyé Blinken 9 fois, 10 fois, mais on n'arrive pas à arrêter Netanyahou, mais on fait tout pour lui retenir son bras, mais on n'y arrive pas. C'était une tactique totalement faucheton, parce que ça trompait personne, parce que c'était un montage, c'était du cinéma. Et derrière, en fait, l'administration américaine faisait semblant de donner le beau rôle à Netanyahou, mais elle était absolument d'accord. Mais donc, si tu veux, malgré tout, ce positionnement qui était celui de l'administration américaine faisait que ce qui se faisait dans les universités s'étendait, mais ne devenait pas aussi violent qu'à l'époque du Vietnam. Mais tous ces types-là, face à un Trump qui assume le soutien de Netanyahou, ça va partir en feu. Ça va partir en feu. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc là aussi, Trump sait qu'il faut qu'il change de positionnement. Eh ben, il faut qu'il y aille. S'il sait qu'il a la jeunesse américaine derrière lui, s'il sait qu'il a une partie de l'opinion israélienne derrière lui, et ben il faut qu'il aille faire sauter le gouvernement de Netanyahou au lieu de ménager la chèvre et le chou comme il fait. D'un côté, il va parler directement avec le Hamas, et puis d'un autre côté, il soutient Netanyahou et il n'arrête pas son bras quand il arrête l'humanitaire, etc. Il aurait dû dire, écoute, non, il aurait dû faire une déclaration publique comme celle qu'il a fait pendant sa campagne en disant moi je suis un homme de paix, il n'est pas question d'arrêter l'aide humanitaire, il n'est pas question de reprendre les bombardements. Si tu veux, quand tu es au milieu du gué, faut pas t'arrêter, faut foncer de l'autre côté, faut dire voilà les dividendes de la paix, voilà ce qu'on a à faire, etc. Donc je trouve que quelque part il n'est pas assez brutal dans sa façon de faire, si je puis le dire de cette façon. C'est un peu paradoxal, hein, mais je le pense. Si on change, on change. Et c'est pour ça, ça va réveiller les Européens. Si les Européens se réveillent, c'est parce qu'ils se rendent compte que quelque part, si on peut lui mettre suffisamment de pots de banane, si on peut mettre des pots de banane à Trump, et puis faire en sorte qu'il se fasse verrouiller par le Congrès dans un an, eh ben on a sauvé les meubles. Il y a une vraie guerre là. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.